Depuis 12 ans, avec des moyens restreints, mais votre soutien indéfectible, l'audience de TVL a littéralement explosé. Avec près d'1 million d'abonnés uniquement sur notre chaîne YouTube principale, notre force de frappe inquiète désormais le pouvoir. Nos analyses sans concession ni caricature dérangent. Lors de la crise sanitaire, nous n'avons eu de cesse de nous élever contre la coercition d'État. Depuis 2022, nous dénonçons cette escalade guerrière d'Emmanuel Macron et ses amis néocons sur le conflit en Ukraine qui pourrait nous conduire jusqu'à un affrontement direct avec la Russie. TVL propose une voie unique, une voie indépendante et sans allégeance. Ce refus des caricatures, des facilités ou des outrances nous place de fait dans la ligne de mire du pouvoir. Ils ont peur de notre montée en puissance. Alors, après les opérations de censure, après les bannissements des plateformes, eh bien, le pouvoir politique a maintenant décidé de fermer nos comptes bancaires. Mais alors, je peux vous le dire, cette nouvelle opération de déstabilisation politique n'aura pas plus de succès que les précédentes. À TVL, on a le cuir épais. On ne se laissera pas abattre. Nous avons déjà accompli les démarches nécessaires et trouvé une solution. Et dès à présent, vous pouvez refaire un don à TVL de façon sûre et sécurisée. Mais évidemment, ces nuisances ont un coût. Celui du temps qu'elles mobilisent, des efforts qu'elles concentrent, des attentions qu'elles redirigent. Et entre nous, je pense que c'est leur but. Ils veulent nous écarter de notre mission première, celle qui les effraie tant, vous informer librement. Alors, c'est à vous de continuer de soutenir TVL, votre média indépendant qui sait piquer au vif le pouvoir. Aidez-nous et donnez-nous les moyens de poursuivre l'aventure et l'accélérer. Je compte sur vous. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, les attaques de Tel Aviv sur Téhéran. Israël a ouvert les hostilités contre son premier rival au Proche-Orient. Une page européenne et judiciaire ensuite avec les 27 États membres de l'UE qui discutent de l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme. L'Italie et le Danemark sont réticents. Et enfin, l'agriculture dans le débat parlementaire. Le monde paysan se divise sur la question d'un pesticide interdit en France, sauf pour les produits importés. Au bord de la guerre totale, Israël a lancé une offensive contre l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, préparant le terrain pour un conflit d'ampleur. Au bord du précipice, dans la nuit du 12 au 13 juin, Israël a lancé une offensive militaire d'envergure contre l'Iran, baptisée Rising Lion, visant des sites nucléaires et militaires stratégiques notamment. Environ 200 avions de combat ont frappé une centaine de cibles, dont le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, des bases militaires comme Shi'an et Parchin et l'arsenal de missiles de Bidkaneh. Ces frappes aériennes, soutenues par des opérations du Mossad, ont également ciblé des figures clés de l'État iranien, notamment le général Hossein Salami, chef des gardiens de la Révolution, et le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées. 6 scientifiques nucléaires ont également été tués, selon les médias iraniens. Des explosions ont causé des dommages à Téhéran, blessant au moins 50 personnes, dont des femmes et des enfants, selon la télévision d'État iranienne. Ces assassinats ciblés visaient à affaiblir l'appareil sécuritaire et nucléaire de l'Iran, perçu par Israël comme une menace existentielle en raison de son programme nucléaire avancé. L'Iran a dénoncé une violation flagrante de sa souveraineté. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis une riposte amère et douloureuse, tandis que l'état-major iranien a averti que sa réponse n'aurait aucune limite. Téhéran a lancé une centaine de drones vers Israël, interceptés en partie par l'armée israélienne et des forces américaines basées en Jordanie. L'Iran a également accusé les États-Unis, informés à l'avance des frappes, d'être complices, menaçant de représailles contre des bases américaines dans le Golfe. Le risque d'une guerre frontale entre Téhéran et Tel Aviv est désormais plus probable que jamais et difficile de ne pas voir Israël comme responsable d'une telle guerre. En octobre 2024, l'ancien officier de renseignement français Éric Dénessé, aujourd'hui disparu, décrivait ainsi la stratégie de l'État hébreu sur la chaîne Omerta. La stratégie israélienne, elle est tout à fait finalement comparable à ce qu'a fait l'OTAN face à la Russie. C'est-à-dire qu'on crée des conditions qui sont de plus en plus insupportables pour Moscou, pour que Moscou déclenche une offensive et apparaisse comme l'agresseur. Bien sûr que c'est Moscou qui a envahi l'Ukraine, mais tout avait été fait pour. Et là, il se passe la même chose. Depuis plusieurs mois, on voit des tentatives assez systématiques des Israéliens
et des Américains d'une certaine manière pour pousser l'Iran à la faute. Or, toute l'astuce des Iraniens, c'est justement de ne pas tomber dans ce piège. L'Iran et Israël se menaient jusqu'à présent une guerre par l'intermédiaire de proxy, notamment avec le Hezbollah et les Houthis au Yémen, soutenus par Téhéran, mais également à travers le soutien à la cause palestinienne et au Hamas par la République islamique. Jusqu'à présent, cette guerre par correspondance en était restée là, en dépit de moments de tension forts, comme lors de l'assassinat du général Qassem Soleimani par les États-Unis lors du premier mandat de Donald Trump. La place des États-Unis dans ce conflit interroge. Le président américain n'a pas pu ne pas être au courant de l'attaque. Il plaidait quelques heures avant celle-ci pour une solution diplomatique, intimant à Israël de ne pas attaquer, affirmant même, je cite, « Je ne veux pas qu'ils interviennent parce que je pense que cela ferait tout capoter ». Soit le président américain a souhaité se couvrir, soit il ne maîtrise pas du tout son allié. Sur le plan légal, ces frappes soulèvent de graves questions. Selon le droit international, notamment l'article 51 de la Charte des Nations Unies, une attaque préemptive peut être justifiée en cas de menace imminente et avérée. Cependant, les frappes israéliennes visant à réduire les capacités nucléaires et militaires iraniennes sans preuve publique d'une attaque imminente s'apparentent davantage à une guerre préventive considérée comme illégale par l'immense majorité des experts. La Turquie, l'Arabie Saoudite, la Russie et d'autres pays ont condamné ces actions, dénonçant une escalade dangereuse et une violation de la souveraineté iranienne. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a souligné que les sites nucléaires ne devraient jamais être ciblés, craignant des conséquences environnementales et humaines. Le risque d'embrasement régional est désormais critique. Les frappes pourraient pousser l'Iran à accélérer son programme nucléaire, voire à quitter le traité de non-prolifération. Une riposte iranienne contre Israël ou des intérêts américains pourrait entraîner une guerre régionale totale impliquant des acteurs comme le Hezbollah, les Houthis ou même des puissances du Golfe, réticentes à un conflit ouvert mais placées dans une position délicate et qui pencherait naturellement du côté d'Israël et des États-Unis, compromettant durablement leur image auprès des opinions arabes. La riposte de Téhéran sera observée de près. Depuis octobre 2023, la nation perse a toujours été dans la retenue. Par volonté diplomatique ou par manque de moyens, cela demeure assez flou. Très engagé et victorieux aux côtés de la Russie contre l'État islamique en Syrie en 2017, quand Israël jouait un jeu trouble en faveur des islamistes, l'Iran demeure une puissance militaire réputée, mais dont la capacité de déploiement et les moyens techniques sont aujourd'hui peu connus. Le plus probable semble aujourd'hui être une riposte symbolique de l'Iran et l'adoption d'une attitude très défensive, quitte à continuer via le canal diplomatique, même si celui-ci n'a pas fonctionné pour l'heure. Israël pourrait en tout cas avoir réveillé un pays qui ne se laissera pas abattre et pourrait être tenté de mener une guerre totale. Un tel scénario serait une catastrophe régionale. Une mondialisation du conflit demeure cependant improbable, l'Iran disposant de très peu d'alliés. Des pays comme la France et la Chine appellent à la retenue et à la diplomatie alors que la fermeture des espaces aériens et la flambée des prix du pétrole inquiètent. En Occident, les opinions devraient rapidement basculer dans un soutien sans retenue à l'agresseur, l'Iran ne disposant pas ou peu de relais en France et dans l'ouest de l'Europe. Et ceux qui, hier, défendaient l'Arménie contre l'Azerbaïdjan soutiendront désormais le principal allié de Bakou, Tel Aviv. L'agriculture, de nouveau dans le débat parlementaire. Le monde paysan se divise sur la question de l'acétamipride, pesticide interdit en France, sauf pour les produits importés. Renaud de Bourleuf. Un débat parlementaire intoxiqué. Une commission mixte paritaire de 7 députés et 7 sénateurs se prépare pour se prononcer sur la proposition de loi Duplon qui vise à lever les contraintes sur le métier d'agriculteur. Notons que le sénateur LR Laurent Duplon, agriculteur de profession et ancien président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, est membre du syndicat FNSEA. La loi Duplon a été votée par le Sénat le 27 janvier. Mais lundi 26 mai, à l'Assemblée nationale, le texte a subi une motion de rejet déposée par le rapporteur lui-même, le député LR Julien Dive. Le calcul politique était de faire passer directement le texte en commission mixte paritaire et donc d'éviter de se prononcer sur les 3500 amendements, dont 1500 ont été déposés par les écologistes et 800 par LFI. Les députés écologistes et insoumis ont déposé une motion de censure. Mercredi 4 juin, François Bayrou, qui doit commencer à être habitué, a donc échappé à sa 7e motion de censure. Il n'y a eu que 116 voix sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Dans cette proposition de loi Duplon, l'un des principaux problèmes est la réintroduction dérogatoire de l'acétamipride, cet insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Ce pesticide est interdit en France depuis 2018. Ses effets nocifs sur l'environnement
ont déjà fait l'objet de plusieurs études. Particulièrement dangereux pour les abeilles, l'introduction de l'acétamipride dans les années 1990 a eu des effets visibles sur la chute de la production de miel. D'une manière générale, c'est un écosystème qui est en danger avec la disparition d'insectes, affectant notamment les oiseaux. De plus, certaines études ont déjà établi un danger pour la santé de l'être humain. En 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, propose de classer l'acétamipride comme susceptible de provoquer le cancer. En plus de certains cancers, ce pesticide pourrait provoquer des maladies rénales chroniques ainsi que des problèmes de neurodéveloppement chez le fœtus. Mais si ce pesticide est interdit en France depuis 2018, il est autorisé ailleurs en Europe jusqu'en 2033. C'est la raison pour laquelle les producteurs de betteraves sucrières et de noisettes réclament sa réintroduction. Ils fustigent une concurrence déloyale. Mais il y a un paradoxe, l'acétamipride est interdit en France, mais les aliments traités avec ce pesticide peuvent être importés sur notre territoire. Véronique Lefloc, présidente du syndicat Coordination Rurale, quoique favorable à la loi Duplon, revenait sur ce paradoxe. Donc si c'est dangereux chez nous en France, mais partout ailleurs, et on n'importe plus ces produits. Oui, c'est très clair. Un tel paradoxe est rendu possible par le marché unique européen. C'est à Bruxelles que sont décidées ces règles. Mais pendant que députés et sénateurs travaillent sur la loi Duplon, partisans et opposants de la réintroduction de l'acétamipride ne semblent pas l'avoir pris en compte. Les ministres de la Justice des 27 membres de l'Union européenne se sont réunis jeudi 12 juin au Luxembourg. Leur objectif est de discuter de l'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme, mais l'Italie et le Danemark dénoncent un rôle néfaste de l'institution sur la question migratoire. Édouard Chano. Une réunion sur fond de crise. Jeudi, les ministres de la Justice des 27 étaient à Luxembourg pour discuter de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Officiellement, bien sûr, l'adhésion de l'UE bénéficierait d'un large soutien parmi les États membres, si l'on en croit les propos du commissaire européen à la justice, Michael McGrath, à l'issue de cette réunion. Mais 9 pays menés par le Danemark et l'Italie ont publié il y a 2 semaines une lettre ouverte fustigeant l'interprétation par la CEDH des politiques migratoires des États membres et notamment des expulsions des criminels. En déplacement à Rome le 22 mai dernier, la première ministre danoise Mette Frederiksen laissait entrevoir son désarroi. C'est simplement trop difficile d'expulser des ressortissants étrangers criminels de nos sociétés. Je suis quasiment sûre que nous parlons au nom de la majorité des Européens. Ceci ne peut plus continuer. Nous devons regarder comment la CEDH est traduite dans la réalité. Rappelons que la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée en 1950, vise en principe à garantir les droits et libertés fondamentales dans 46 États parties, dont les 27 États membres de l'UE. Mais la CEDH reste distincte de l'Union européenne. Sa cour est basée à Strasbourg et elle relève du Conseil de l'Europe. L'adhésion de l'UE à la CEDH soumettrait Bruxelles à ses décisions juridiquement contraignantes. Pour l'heure, la justice de l'Union européenne a estimé qu'une telle adhésion menacerait l'équilibre institutionnel de l'Union, mais la réunion d'hier entre les ministres de la Justice atteste d'une volonté de dépasser ce blocage entre juridictions européistes. Il faudra donc compter sur la fronde de Mette Frederiksen et de Giorgia Meloni. Derrière les 2 femmes, l'Autriche, la Belgique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la République tchèque. Leur lettre révélait un profond malaise et cette prise de parole publique est un événement loin d'être anodin dans les couloirs habituellement feutrés de Strasbourg, selon Gregor Pupink, juriste et directeur du Centre européen pour le droit et la justice, une ONG active auprès des instances européennes. C'est très rare parce que d'habitude, les États négocient, discutent, échangent de façon diplomatique avec la Cour européenne des droits de l'homme et même les États participent à la rédaction des amendements, des modifications de la Convention. Donc il y a déjà des processus, on va dire, confidentiels, discrets, diplomatiques qui existent pour assurer une bonne communication entre les États et la Cour. Donc là, le fait que 9 États décident de s'exprimer publiquement pour critiquer publiquement la Cour, c'est vraiment extrêmement rare. Ce n'est pas du tout dans les usages du Conseil de l'Europe et ça montre vraiment que pour ces pays, eh bien, une certaine ligne de rupture a été franchie. Ça montre que pour ces pays, en fait, ils n'ont pas réussi en interne, par la voie diplomatique, à faire valoir leur position et à convaincre la Cour européenne de la nécessité de leur laisser davantage de liberté, de coups des franches, pour la gestion de l'immigration et en particulier la faculté de renvoyer dans leur pays
ou d'expulser les délinquants étrangers. Dans le viseur des protestataires, l'article 3 de la CEDH interdisant la torture et les traitements inhumains ou dégradants, désormais interprété de manière très extensive pour suspendre les mesures de reconduite à la frontière. Cette extension continuelle a poussé à bout le Danemark. En effet, la Cour a d'abord jugé qu'un pays ne pouvait pas renvoyer un étranger dans un pays dans lequel il subirait une violation de ses droits, notamment de sa vie et de son intégrité physique. Avant de faire pire encore, interdisant en novembre 2024 les expulsions définitives, comme nous l'explique Grégoire Pupinck, qui a participé en mars dernier à un appel contre cette décision. Et là, récemment, et là c'était un jugement contre le Danemark, elle est allée encore plus loin parce qu'elle a dit que une expulsion d'un délinquant étranger ne doit être que temporaire, mais qu'en plus, il doit avoir la garantie de pouvoir revenir dans le pays duquel il a été expulsé. Et donc là, c'est ce droit au retour des délinquants étrangers expulsés et qui a provoqué cette réaction du Danemark et de l'Italie. Le Danemark avait demandé l'an dernier à la Cour européenne des droits de l'homme de changer sa jurisprudence, de revenir sur ce jugement. Le CLJ, notre organisation, était intervenue également à la Cour dans cette affaire, mais la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de rejuger cette affaire. Elle a décidé de maintenir ce droit au retour des délinquants étrangers expulsés. Elle porte atteinte, on peut le dire, à la souveraineté des États. L'Italie, quant à elle, a aussi été condamnée à 2 reprises en 2023, dans un premier arrêt pour détention arbitraire lors du transfert de ressortissants soudanais, et dans un deuxième arrêt assimilant le séjour de migrants dans le centre de détention de Lampedusa à une privation de liberté illégitime. À se demander pourquoi la France, qui peine à appliquer ses obligations de quitter le territoire, les fameuses OQTF, en partie pour des raisons juridiques, ne compte pas parmi les signataires de la lettre qui remet en cause la Cour de Strasbourg. Passons à présent à l'actualité en bref en France. La lâcheté du en même temps gagne la place Beauvau. Jeudi 12 juin, la dissolution du mouvement dit antifasciste La Jeune Garde a été accompagnée de celui de l'organisation nationaliste Lyon Populaire. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, joue ainsi sur une apparente image de fermeté et d'équilibre, mettant sur un pied d'égalité un groupe nationaliste social avec une milice d'extrême gauche alliée à la France Insoumise. La Jeune Garde a reçu de nombreux soutiens institutionnels allant des partis de gauche à Amnesty International, témoignant du caractère très relatif de son opposition au système. Tête haute, Lyon Populaire s'est contenté des soutiens de militants et d'organisations nationalistes se passant des partis et des associations gavées d'argent public. L'effet papillon depuis lundi, un voile de fumée issu des méga-feux canadiens actifs depuis mi-mai dégrade la qualité de l'air à Lyon et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces incendies ayant consumé 3,5 millions d'hectares ont généré des particules PM10 et PM2,5, déclenchant une alerte pollution dans les bassins lyonnais et stéphanois. Une hausse surprenante d'ozone a également été observée en PACA, des alertes de niveau 2 en Bouches-du-Rhône et 1 en Vaucluse et Alpes de Haute-Provence sont en vigueur. Les fumées devraient s'estomper d'ici la fin de la semaine, mais des poussières sahariennes pourraient maintenir une qualité d'air dégradée. Les autorités recommandent d'éviter les activités physiques intenses et de protéger les personnes vulnérables. Disparition brutale d'Éric Dénessé, ancien officier du renseignement. Il avait fondé en 2000 le CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement qu'il dirigeait depuis. Éric Dénessé était également expert en intelligence économique et en géopolitique. Il livrait toujours des analyses étayées par un œil libre et acéré. Il marquera par son courage de défendre une France réarmée par une diplomatie forte et indépendante. Éric Dénessé laisse derrière lui des travaux prolifiques et une certaine idée de la France. Les circonstances exactes de sa disparition sont encore à déterminer avec certitude. Éric Dénessé avait 62 ans. TV Liberté avait eu l'honneur de le recevoir à plusieurs reprises. Et vous pouvez retrouver ces passages sur notre chaîne TVL. L'actualité internationale en bref. Crash mortel en Inde. Jeudi, un Boeing 787-8 Dreamliner d'Air India à destination de Londres s'est écrasé peu après son décollage d'Ahmedabad en Inde à 13h39 heure locale. L'appareil transportant 242 personnes, dont 69 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et un Canadien, s'est écrasé dans un quartier résidentiel touchant un bâtiment d'une faculté de médecine. Selon la police, 204 corps ont été retrouvés et un survivant a été hospitalisé. Le crash, le premier pour un Boeing 787, a provoqué un incendie et des victimes au sol. Les causes restent inconnues. Narendra Modi, Keir Starmer et Charles III ont exprimé leur profonde tristesse face à cette tragédie.
L'Irlande du Nord continue de s'embraser. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les manifestations de colère se sont poursuivies pour la 4e soirée consécutive en réaction aux crimes de population immigrée. En l'occurrence, il s'agissait d'une agression sexuelle sur une fille de 14 ans par 2 jeunes Roms. Les 2 suspects ont été interrogés par la police avec un interprète roumain. Les événements en Irlande du Nord rappellent ceux de l'Angleterre au cours de l'été 2024 après le meurtre de 3 fillettes à Southport, quoique l'origine étrangère du meurtrier était débattie sur une fausse rumeur. L'immigration massive au Royaume-Uni entraîne une cohabitation explosive et intenable. Le député unioniste Jonathan Buckley a déclaré aux médias GB News que la population a le sentiment d'être abandonnée par les dirigeants. Qu'ils soient travaillistes ou conservateurs, ils ont abandonné ce pays. Leur politique frontalière a provoqué au Royaume-Uni de vastes vagues d'immigration incontrôlée et, dans de nombreux cas, d'immigration illégale. En Espagne, un parlementaire qui a eu la folie des grandeurs embarrasse Pedro Sánchez. Jeudi, le numéro 3 du Parti socialiste espagnol, Santos Cerdán, a démissionné de ses mandats de député national et local. Il est impliqué dans une affaire de pot de vin liée à une entreprise d'ingénierie de BTP. Des dessous de table estimés à 620 000 €, selon le rapport de 500 pages de l'enquête menée par la garde civile. Une affaire qui embarrasse le Premier ministre Pedro Sánchez, qui est arrivé au pouvoir en 2018, en dénonçant les scandales de corruption qui minaient le gouvernement de son prédécesseur Mariano Rajoy. Y a-t-il un steward dans l'avion ? Jeudi 5 juin, un Américain de 35 ans a été condamné par un tribunal fédéral pour avoir bénéficié illégalement de plus de 120 vols. Il a été reconnu coupable de fraude électronique et d'entrer dans une zone sécurisée d'un aéroport sous de faux prétextes. Sa méthode, frauder la plateforme de réservation de billets destinée au personnel et se faire passer pour un steward. Une technique qui ressemble à celle de Frank Abagnale, un ancien escroc popularisé par le film « Arrête-moi si tu peux ». Ce soir, un nouveau numéro des Idées à l'endroit sur l'écrivain américain Lovecraft. Demain, le samedi politique, Élise Blaise reçoit Benoît Paré, observateur de l'OSCE en Ukraine entre 2015 et 2022. Il revient sur la vérité cachée de la guerre. Dimanche, Terre de Mission et lundi, dès 7h, un Zoom. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine et à lundi.